Bonsoir tout le monde, bienvenue. Déjà dans un silence profond et estival. Tout le monde va bien? Ouais. Aucune tension? Non. Bon, la soirée est presque terminée, quoi. On doit parler d'une façon de se libérer des tensions, mais si déjà tout le monde est libéré des tensions, ça va, on peut même conclure tout de suite et rester détendu. Sur une échelle de 0 à 10, vous êtes détendu jusqu'à combien? Si j'invitais des experts en massothérapie, je vous invite à vous allonger puis qu'ils commencent à vous masser, est-ce que ça vous détendrait un peu plus? Est-ce qu'il risquerait de trouver des nœuds quelque part, un peu à gauche, à droite? Non? Ça va? Tout est détendu? Moi, je suis sûr qu'on trouverait des nœuds quelque part. On a le sentiment d'être détendu. Mais ce qu'on oublie des fois, c'est jusqu'à quel point on peut être détendu. Qu'est-ce que c'est qu'une détente totale? Un peu comme qu'est-ce qu'un bonheur total. On peut être heureux par rapport à ce qu'on a vécu hier ou par rapport à quoi est-ce qu'on mesure notre bonheur. Mais est-ce qu'on sait jusqu'à quel degré de bonheur, est-ce qu'on connaît le degré de bonheur que l'âme peut ressentir? Est-ce qu'on a déjà ressenti vraiment ce qu'on appelle la félicité, la béatitude? Pendant combien de secondes? Ça a duré combien de temps? C'est disponible, hein? C'est disponible dans les bons centres de Raja Yoga près de chez vous, il y en a plein. Il faut savoir le déclencher et l'apprécier. Et quand on pense à une capacité d'être détendu, c'est toujours des sujets très très vrais, parce que c'est des sujets auxquels on ne réfléchit pas suffisamment, seulement quand on se trouve tendu, bien sûr. Puis des fois on dit à des gens, je me sens un peu tendu aujourd'hui. Et un ami au travail m'a demandé aujourd'hui, est-ce que tu fais de l'anxiété? J'ai dit, comment tu définis l'anxiété? Oui, sûrement j'en fais de l'anxiété. Des moments où on est provoqué un petit peu, où on est dans des situations de vie qui sont difficiles, des inquiétudes. Oui, il y a de l'anxiété. Comment est-ce que je gère mon anxiété? Ça, c'est différent. Et combien de temps elle dure, mon anxiété? Et à quel épisode ou quelle fréquence est-ce que cette anxiété revient? Et je pense que dans notre cheminement spirituel, si on est sincère, si on est honnête, même si on pratique la méditation pendant longtemps, on a à confronter régulièrement des situations qui vont créer une certaine tension. Et obtenir un niveau dans lequel on est vraiment détendu, où il n'y a aucune tension, c'est magique. C'est vraiment, vraiment magique. Si on regarde le corps vieillir, on se rend compte que toutes les tensions accumulées font que le corps, quand il vieillit, devient un peu plus, à moins que les personnes fassent vraiment des exercices, du yoga, justement des étirements, des choses comme ça, mais le corps peut avoir tendance à se rétrécir, à se recroqueviller sur lui-même, à se replier sur lui-même. Des fois, on a tellement de tensions physiques que ça crée des problèmes articulaires, de déplacement, de confort. Les tensions peuvent aller, on n'ira pas dans l'aspect biologique de ce que peuvent créer les tensions, mais on sait que ça peut créer énormément de problèmes. On peut devenir nous-mêmes des boîtes à haute tension. Ça, c'est très dangereux. Sur les boîtes à haute tension, il faut mettre un écriteau « Attention, ne vous approchez pas ». Et quand les gens deviennent des boîtes à haute tension, il y a des courts-circuits, il y en a qui sont électrocutés, ça crée des grosses flamèches. Quelqu'un vous dit « Bonjour, comment ça va ?» met le doigt sur vous, puis « Ah bon, ben non, ça va pas très bien aujourd'hui, de la tension dans l'air. » Ça. Et pas de problème, toujours bienvenue. Et la tension, si on commence à la définir, à la regarder, on sait qu'on en a de la tension. Ça vient périodiquement, selon les circonstances. Et se libérer de la tension, c'est être capable de vivre et de rester détendu, ou d'être capable de rapidement défaire ces nœuds qui se créent. Parce que si ces nœuds se créent
et qu'on ne les défait pas rapidement, ben ça s'accumule. Ça devient un peu plus compliqué en vieillissant. Puis après, quand le nœud est vraiment un nœud dans une relation qui dure de 10 ans, là, ça fait un gros nœud. Là. C'est compliqué après. Puis, pour moi, la notion de tension vient d'un manque d'alignement. La tension vient du fait qu'il y a des forces opposées qui s'exercent en nous. On n'a peut-être pas nécessairement un extérieur et un intérieur en harmonie. Et on vit quelque chose extérieurement qui n'est pas vraiment en harmonie avec ce qu'on aimerait vraiment vivre intérieurement. Et là, ça crée une tension. On peut la tenir quelque temps. Métro, boulot, dodo, on y va, on le fait. Eh oui, les enfants, eh oui, il faut faire ça. Ah, il faut aller faire les courses. Et on vous demanderait, est-ce que vous êtes tendu? Non, non. Et quelqu'un qui sait lire un peu avec un scanner ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur, vous dirait, vous savez, vous êtes très tendu. Et vous dites, ah oui, non, je me sens pas tendu. Et il y a des tensions qu'on ne sentirait pas comme ça, parce qu'elles deviennent tellement naturelles qu'on vit avec. Puis on pense que c'est normal. Puis on appelle ça le quotidien, on appelle ça les obligations, les responsabilités. Puis on met des jolis noms dessus. Puis en fait, ce qu'on dit, c'est que tu es tendu. Hein. Puis quand quelqu'un dit, non, mais j'ai beaucoup de responsabilités, t'es tendu. Hein. Tu dirais, oui, je suis tendu. Qu'est-ce qui vient derrière le mot responsabilité? Qu'est-ce qui vient derrière le mot il faut que? Qu'est-ce qui vient derrière le mot je n'ai pas fait ça? Ben, il y a une tension. Puis c'est toutes ces tensions qui s'accumulent qui font qu'on devient un peu électrique par moment. Et on a parfois des tensions trop fortes, trop grandes. Et là, on s'en rend compte, puis on se dit, là, il faut absolument que je me détende. Alors, il y a des spas, il y a des centres de méditation, il y a des excursions dans la nature, il y a ce qu'on appelle des vacances. Ça, c'est bien, chaque année. Tout le monde est dans une boîte de haute tension, puis là, on leur dit, là, c'est le temps de prendre des vacances. Et généralement, pendant 3 semaines, on essaye de défaire tous les nœuds temporairement. Puis on appelle ça des vacances. Puis après, on se remet exactement dans les mêmes tensions, puis on recommence pendant 12 mois, moins 3 semaines. Puis on recommence à créer ça. Évidemment, j'exagère un peu, mais il y a quand même du vrai dans tout ça. Et donc, pour un cheminement spirituel, ce qu'on veut, c'est reconnaître, c'est quoi ces forces contradictoires en nous? C'est quoi ces forces qui ne sont pas alignées entre elles? Et on sait très bien que si, ne serait-ce que dans une voiture, les 2 roues sont comme ça, c'est pas une très bonne idée, ça va pas bien aller, quoi. Essayez aussi avec un vélo de désaxer vos roues et pas de les mettre dans le même sens. Ça risque de pas très bien pédaler ou de pédaler très fort pour aller dans une ligne droite. Et donc on a en nous des forces opposées. Pensez simplement des fois à ce qu'on vit, ce qu'on aimerait vivre. Est-ce que c'est toujours en adéquation? C'est toujours la même chose? Quand on demande aux gens si vous restez 6 mois à vivre, vous feriez quoi? Très peu répondent la même chose. Il y en a qui répondent ça parce que c'est impressionnant. Moi, je ne changerais rien. OK. Mais ils ne sont pas majoritaires, je pense. La plupart des gens, si on leur disait qu'est-ce que tu pourrais vraiment faire si tu avais la chance de faire ce que tu veux vraiment faire, souvent, ce n'est pas du tout ce qu'ils font dans le quotidien. Et la question qui est intéressante, c'est toujours pourquoi attendre d'avoir un verdict de 6 mois à vivre pour envisager de faire ces choses-là? Est-ce qu'on ne peut pas les envisager plus tôt? Et si on se posait la question à savoir qu'est-ce que je vis par rapport à ce que j'aimerais vraiment vivre? Quel est l'écart entre ces deux-là? Et cet écart peut mesurer très bien une tension potentielle. Et je sais pas, ça vous dit quelque chose? Non? Il y en a qui ont des désirs ici, hein? Ils savent ce que c'est des désirs? Des souhaits, j'aimerais, ouais, hein? Des rêves. C'est bon d'avoir des rêves, des aspirations, des objectifs, c'est bien d'en avoir. Mais quand ça devient une frustration parce qu'on ne l'a pas atteint, ben là c'est une tension. Si on a une image d'une relation idéale dans un couple, puis qu'on ne vit pas cette relation idéale au quotidien, ben ça commence à créer une tension. Puis au début, ça se tolère, puis après quelques années, ça se tolère beaucoup moins.
Puis quand la tension devient très forte, ben, on sait ce qui se passe. Il y a des conflits, il y a des prises de bec, il y a des mots qu'on regrette, il y a des gestes qu'on regrette. C'est ce qu'il y avait de la tension. Quand il y a beaucoup de tension dans l'air, ben, c'est ce qu'on dit, il y a de l'électricité dans l'air. Et là, ça fait des flamèches. Hein. Donc, il y a ce qu'on vit, puis il y a ce qu'on veut vivre. Puis ensuite, il y a ce qu'on veut vivre, puis il y a ce qu'on peut vivre. Parce qu'on peut alimenter des fantasmes aussi un petit peu irréels. Ça, c'est pas une bonne idée non plus. Parce que si on alimente des fantasmes irréels, irréalisables, ben on va créer une forme de tension qui est aussi une dépression. Et des fois, les gens pensent que la tension, c'est juste d'être comme ça. Mais la tension spirituelle, c'est aussi une forme de déception, de dépression. Parce que c'est comme si notre muscle de l'esprit était extrêmement tendu. Il n'arrive pas à... Quelqu'un qui est dépressif n'est pas détendu. On ne peut pas dire qu'il est détendu, non? C'est une autre forme de tension, dépression mentale, une forme de tension mentale, insatisfaction. Et souvent, on alimente des idéaux irréalisables. Puis après, on se dit « Ah, j'ai pas la vie que je veux. » Peut-être qu'il faudrait commencer par créer des objectifs réalisables, atteignables. Il y a la tension entre ce que je veux, ce que je vis, ce que je veux, ce que je peux. Puis il y a la distinction entre ce que je veux et ce que je fais. Ça, c'est un peu nos 4 roues motrices dans la vie. Ce que je fais, ce que je veux, ce que je peux, dans le sens de ce que je peux être capable d'accomplir, ce que je veux accomplir, ce que je vis réellement et ce que je fais ensuite pour avancer par rapport à mes objectifs. Et ça, si nos 4 roues ne sont pas à peu près dans la même direction, ben c'est là où on sent qu'il y a vraiment des tensions. On veut, on fait, mais on ne peut pas. Ben, ça ne marche pas. On peut, on veut, mais on ne fait pas. Ben, là non plus, ça ne marche pas. Il faut que les 4 fonctionnent. Il faut vouloir, il faut pouvoir, il faut le faire, il faut le vivre. Puis quand les 4 sont alignés, ben là, votre voiture, ça va très très bien. Là. Ça paraît facile. Hein? Donc, on pourrait dire qu'un centre de méditation, finalement, c'est un garage spirituel où on offre un réalignement des roues gratuitement, mais c'est un peu compliqué parce qu'il faut que vous retrouviez vos roues, que vous êtes capable de les amener dans le garage pour qu'on puisse les réaligner. Mais on a tous ça en nous. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on vit. Et la spiritualité, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que ça nous permet de saisir la portée de chacun. Et quand les 4 sont alignés, c'est ce qu'on appelle l'authenticité. Parce que notre gros problème, c'est quand on n'est pas authentique. Quand on sait que ce qu'on ressent n'est pas vraiment en harmonie avec ce qu'on aspire, avec ce qu'on sait qu'on est intérieurement. Si je ressens de la crainte, de la peur, de l'angoisse, de l'inquiétude, mais qu'en fait, je sais que mes aspirations sont à la confiance, la force, la détermination, il y a un déséquilibre qui se fait. Et là, on sent qu'on n'est pas vrai, on n'est pas nous-mêmes. Il y a des gens qui vont dire d'ailleurs, je ne me reconnais pas, je ne sais pas moi-même. Je n'agis pas comme j'agirais normalement. Puis on a cette expression de dire, je me reconnais plus. Depuis 3 mois, là, je me regarde, je ne me reconnais plus. Ça vous est déjà arrivé? Ou les gens vous le disent, je ne te reconnais plus, tu n'es pas toi-même. Mais non, ça va très très bien. Les autres perçoivent la tension, mais pas nous. On dit non, tout va très très bien, je gère très très bien. Je pense que tu gères avec un petit peu de tension là, il y a comme de l'électricité dans l'air, regarde, même ton chat il est sous le canapé tout le temps, c'est pas normal. Il a perçu quelque chose ton chat. Donc il y a la notion d'authenticité, de vivre quelque chose qui nous correspond et on sait que ça c'est vrai, ça c'est vraiment nous. Il faut trouver son authenticité. On passe beaucoup de temps dans notre vie à copier les autres, à essayer de se projeter en comparaison avec d'autres. Et la société nous force à faire ça aussi. On l'a souvent dit, c'est cliché, mais tous les magazines projettent des images absolument inatteignables, à moins d'avoir un super Photoshop chez vous. Là. C'est très dur d'avoir le même look que ceux qui sont dans les magazines. On regarde la vie des célébrités, etc. On regarde
On regarde des histoires, des films complètement invraisemblables. Puis on se trouve super ordinaire après. Peut-être tu regardes Forrest Gump, puis après tu te dis, ouais, ma vie est assez ordinaire finalement. Tout le monde, vous avez vu Forrest Gump? Et qui fait des choses incroyables. Après Forrest Gump, tu te sens un peu ordinaire. Tu te dis, bon, ben, qu'est-ce que je fais de beau, hein? Alors j'exagère, mais on a des modèles tout autour de nous, nos collègues de classe quand on est à l'école, nos collègues de travail, la compétitivité, il faut produire, il faut performer, il faut avoir le bon look, il faut être à la mode, c'est plus c'est quoi les modes, c'est giron, c'est anorexique, c'est blanc, c'est bronzé, on est où là-dedans maintenant? Alors on devient un peu des fois influencé et on copie et on se compare. Ça c'est vraiment le plus grand poison pour perdre son authenticité. L'authenticité requiert une très grande honnêteté, une très grande lucidité sur soi-même. Il faut se connaître, il faut s'accepter, se reconnaître comme on est. Trouver c'est quoi nos spécialités qui font que, en fait, être moi, c'est ça. On dit souvent qu'on perd son authenticité aussi quand on essaye de se copier soi-même. On joue un rôle, on finit par être bon dans ce rôle, les gens nous identifient à ce rôle, et tout à coup on se dit, ah ben là, il faut que je reste dans ce rôle. Parce que si je ne suis plus là-dedans, les gens vont dire, ben, qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas bien? T'es plus comme... vous savez ce que je veux dire? On disait, ça me vient pas de moi, c'est un expert en psychologie qui m'avait dit ça. On faisait une entrevue sur les vedettes, les grandes artistes qui pensent être des réincarnations d'autres vedettes. Parce qu'il y a plein d'artistes aujourd'hui, elles sont toutes convaincues d'être la réincarnation de quelqu'un d'autre. Il y en a, c'est très très spécifique. Bon, Elvis, on sait, il y en a beaucoup là. Ça, lui, il est très populaire. Il y en a beaucoup de réincarnations d'Elvis. Mais il y a des chanteuses qui pensent être la réincarnation de telle autre chanteuse, Patsy Cline ou d'autres. On faisait un reportage sur ça. Et puis l'expert nous disait, vous savez, les artistes sont excellents. Ils touchent le génie jusqu'au jour où ils essayent de s'imiter eux-mêmes. Et c'est là qu'ils perdent leur authenticité. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'attache ou qu'on se copie soi-même. On évolue. Une fois, quelqu'un m'a dit, ta conférence était moins drôle que d'habitude. Puis pendant un certain temps, j'ai cru que j'avais échoué. Je me disais, flûte, ouais, c'est vrai, c'était pas drôle aujourd'hui. Puis après, je me dis, oui, mais c'est pas le but là, d'être drôle non plus. Et puis je me remettais en question sur, j'ai le droit d'évoluer. Peut-être que plus jeune, ou il y a 5 ans, peut-être que mon truc c'était d'être guignol et toujours drôle. Peut-être que maintenant c'est plus mon truc. Et puis il faut que j'accepte que si ça plaît moins, c'est correct, c'est ce que je suis aussi. Mais si je commence à essayer de m'imiter pour plaire, pour projeter une image de succès, pour faire bien paraître, c'est pas authentique. Donc se copier soi-même, c'est un manque d'authenticité. L'authenticité, ça demande cette honnêteté par rapport à soi-même, qui vient de la connaissance de soi, l'acceptation de soi. Et ça, c'est un travail qui est fascinant. C'est absolument... physiquement, c'est dur de se changer. C'est dur de rajeunir. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais c'est très dur. Non? Essayez, on se donne tous rendez-vous dans 3 mois, puis on retrouve notre look de 20 ans. Ça vous dit? Pas possible. On ne peut pas faire marche arrière avec la matière. Mais mentalement, c'est ça qui est fabuleux, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas vrai que parce que notre corps est vieux, on doit être vieux dans la tête. C'est pas vrai ça. On a plein d'exemples qui le prouvent. Il y a des gens qui vieillissent physiquement, puis qui rajeunissent mentalement. Pour le mieux, là. Ils sont plus libres. Hein. Il y en a qui rajeunissent trop, ça c'est un problème, mais ça, ça arrive aussi des fois. Alors, il y a comme une dynamique qui existe dans cette capacité de se transformer intérieurement, de jouer avec soi-même intérieurement, puis de se dire, mais je peux me façonner. Mais je me façonne en quoi? Je n'ai pas à recréer qui je suis, j'ai à redécouvrir qui je suis vraiment intérieurement. Et quand on retrouve des aptitudes, des traits de personnalité, des caractéristiques, des qualités, des vertus
qui viennent vraiment résonner avec nous en se disant « ça, je pense, ça c'est vraiment moi ». Là, on commence à toucher l'authenticité. Et cette authenticité, elle est capable de nous réaligner. Elle est capable de nous redéfinir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut, et ça redéfinit donc qu'est-ce que je vais faire, puis comment je vais me sentir, comment je vais être. Et si on arrive à faire ce chemin avec les 4 forces motrices donc de l'individu, ben, cette authenticité rend la vie, la démarche très, très, très agréable. Là, il n'y a pas de tension. Parce qu'il n'y a pas cette notion que je lutte contre des forces opposées. Il n'y a pas ce sentiment. Il y a le sentiment que les 4 vont dans la même direction. Mais j'ai accepté mon authenticité. J'ai accepté de ne pas être quelqu'un d'autre. J'ai accepté de ne pas idéaliser ce que je voudrais être non plus. Ce qui n'empêche rien. Ton authenticité peut déranger les autres. Non, c'est rare. C'est une authenticité convenable. Authenticité ne veut pas dire que je suis en colère, je frappe tout le monde. Ça, c'est pas authentique. Authenticité, c'est reconnaître mes valeurs, puis agir en conséquence. Ça, c'est de l'authenticité. Agir avec des valeurs négatives et les affirmer en disant « ben voilà, je suis authentique », oui, c'est vrai que c'est une authenticité en soi, mais elle n'est pas très responsable. Il faut être quand même aussi... on dit toujours la liberté d'un individu s'arrête là où elle empiète sur l'autre. Il y a quand même des valeurs qui font qu'être authentique ne veut pas juste dire « moi j'ai envie de crier sur tout le monde aujourd'hui, donc je crie sur tout le monde ». Ça, c'est plutôt être inconscient qu'être authentique. Mais techniquement, oui, c'est une forme d'authenticité. L'authenticité, elle attire les autres. Les gens authentiques sont très, très attrayants parce qu'ils sont vrais. On n'a pas peur des gens vrais, on a peur des gens faux. Les gens qui ne sont pas authentiques, on s'en méfie. Et d'ailleurs, on va dire de ces gens-là, il a l'air bien comme ça, mais pas sûr. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Il y a un doute, on perçoit cette non-authenticité. L'authenticité fait ressortir l'innocence chez l'individu. Si je suis authentique, je n'ai pas à défendre ce que je suis. Si je suis faux, je suis obligé de défendre le faux. On dit souvent, un mensonge va obliger 10 autres mensonges. Une vérité entraîne que la vérité. Il n'y a pas même une autre vérité nécessaire pour confirmer une vérité. Pas nécessaire. Mais l'authenticité ne peut pas être menaçante pour certains individus. Dans quel sens pourrait-elle être menaçante pour les autres individus? Bien, eux, sachant qu'ils ne le sont pas, peut-être qu'ils sont confrontés. Et là, qu'eux-mêmes vont ressentir leur non-authenticité ou qu'eux-mêmes vont ressentir leur non-authenticité? Ouais, ça va comme les confronter à leur bibite. Ouais. Ils voient la grosse bouteille d'insecticide arriver, ils ont peur. Ils disent oups. Moi, mon expérience personnelle, c'est que c'est vraiment l'inverse. C'est comme l'humilité, la douceur, la gentillesse, l'amour. Les gens aiment ça. Ça sent bon, ils s'en approchent. L'authenticité, ce qui fait peur, c'est quand les gens sont affirmatifs au-delà de leur authenticité. C'est-à-dire que quand on devient un peu sur-authentique, ouais. Et là, ça devient de l'arrogance. Là, ça devient de l'affirmation du genre, au nom de l'authenticité, un peu ce que vous disiez, ça devient un peu comme, au nom de l'authenticité, je brise certaines règles. Là, ça ne marche plus. Parce que si on se regarde dans le miroir le soir, on va se dire, OK, ouais, je me suis affirmé, mais ouais, c'était un peu raide, mon truc. Puis ça, j'aime pas ça. La véritable authenticité amène beaucoup d'honnêteté. L'authenticité et l'honnêteté, c'est la même chose. L'honnêteté ne fait pas peur aux autres. Est-ce que toi, tu es comme ça? J'aspire à ça. J'ai beaucoup développé ça. Parce que j'ai beaucoup laissé tomber les masques. Honnêtement. Je me suis souvent confronté à des images que je projetais, auxquelles j'étais attaché, parce qu'elles me donnaient un bon rôle dans la tribu. Là. Mais quand tu es un survivant, tu déranges.
Ça, c'est ta perception, mais je pense pas. On est survivants. Les survivants, ils sont des héros, ils sont admirés. Ça dépend comment on est survivant. Les valeurs ne peuvent pas faire de mal. La définition d'une valeur pure, c'est-à-dire d'une valeur positive, c'est qu'elle crée le bonheur. Si elle ne crée pas le bien, si elle ne crée pas la paix, c'est qu'elle n'est pas pure. Elle est contaminée avec quelque chose, avec de l'ego, avec de l'arrogance, avec l'égoïsme, avec un jugement par rapport aux autres. L'authenticité, c'est une valeur, c'est une vertu. Les vertus amènent le bonheur. Tout le temps. C'est une base de la spiritualité. L'amour amène le bonheur. Les gens peuvent dire, oui, mais les gens vont avoir peur de toi quand tu aimes. Non, si c'est un amour vrai, un bébé, vous a-t-il déjà fait peur? Avec ses beaux petits yeux, vous regardez avec un grand sourire, ça ne peut pas faire peur, ça. Ça ne peut pas menacer. On a un rapport avec les vertus qui sont très comptables. On a peur de ces choses-là. On se méfie de quelqu'un qui est honnête. On se méfie de quelqu'un qui est doux, mais si on se rapproche, on se rend compte qu'on est attiré vers ça. Les gens qui sont humbles sont rares, mais les gens s'approchent d'eux. L'humilité attire beaucoup. L'ego repousse. Les gens qui sont arrogants... Mais ils se tiennent entre eux, là. Ils vont se tenir entre eux, là. C'est des magnettes, ça. Ils se tiennent entre eux, là. Les champs de cactus, c'est ça. C'est tous les cactus ensemble. En général, oui, ça développe des affinités. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. L'authenticité, c'est vraiment une fibre très particulière. Qu'est-ce qui fait qu'on est authentique? Parce qu'on est vulnérable. Authenticité veut dire très vulnérable. On affiche ce qu'on est, on n'a pas peur d'afficher ce qu'on est. Mais cette vulnérabilité, parce qu'elle est honnête, attire le respect des autres. C'est les lois spirituelles. C'est pas, j'invente rien, là, c'est vraiment... Si ça, c'est pas vrai, ben moi, il faut que je retrouve un autre centre de méditation quelque part, parce que c'est la base de toute la spiritualité. La base de la spiritualité, c'est que les vertus créent le bonheur, les défauts, les vices, comme on appelle, ou les valeurs négatives créent la souffrance. C'est ça, là, le fondement de notre évolution spirituelle. Et si j'oriente ma conscience vers le bien, si j'oriente ma vision vers le bien, mes gestes vers le bien, mes pensées vers le bien, j'attire le bien. C'est la loi du karma. Moi, c'est ça mes croyances spirituelles. Et en fonctionnant avec ça, j'ai toujours remarqué que si on est vrai, si on est bon, si on est humble, les gens sont très réceptifs à ça. C'est mieux d'être humilié et humble qu'arrogant, évidemment, et bien paraître. Parce que quand quelqu'un est humble et reconnaît sa faiblesse, les gens ont beaucoup d'empathie. Ils disent, ah, ben, je te comprends. Ils vont sentir vraiment ils ne vont pas se sentir menacés. Les gens authentiques sont des gens en qui tu fais confiance. On a confiance aux ceux qui sont authentiques. Ceux qui sont faux, tu te méfies. Alors moi, je n'ai pas l'expérience que mon authenticité repousse. Au contraire, elle rend les gens beaucoup plus à l'aise. Toutes les fois dans ma vie où j'ai pas confessé, mais reconnu certains aspects de moi, soit en relation avec les autres, de façon honnête et sincère, pas juste pour être à la confession puis jeter toutes mes poubelles sur la place publique puis dire regardez combien j'ai des déchets chez moi. Ben oui, mais laisse-les dans un sac, écoute, ça passe le mardi les trucs, c'est pas comme ça l'authenticité, là. Mais l'authenticité, c'est reconnaître ses fautes, c'est reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses forces aussi, reconnaître ses succès. Quelqu'un de très humble est capable de dire « moi, je suis très humble ». Et ça va sonner vrai. Quelqu'un qui est arrogant, puis qui dit « moi, je suis humble », tu vas dire « je pense qu'il y a une fausse note, là, j'ai pas entendu. Je pense qu'il y a une corde qui vient de casser quelque part, ça sonne pas vrai du tout. » Mais quelqu'un d'humble qui dit qu'il est humble, ça va pas faire comme « oh, il est arrogant, il dit qu'il est humble ». Non, ça va être « ah ouais, il est humble ». Quelqu'un qui dit « moi, je suis très généreux », il ne faut pas avoir peur d'affirmer ses qualités. Si on est très généreux, puis qu'on dit « moi, je suis très généreux, je donne beaucoup, j'aime donner », ça va paraître très vrai.
mais notre fausse modestie, notre arrogance, notre peur même de reconnaître ce qui est bon en nous, fait qu'on n'ose même pas dire des fois des choses comme ça. Mais si c'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un qui dit, moi, écoute, je suis très, très patient. Ben, ça va être vrai. Mais s'il te dit, bon, écoute, moi, je suis très, très patient, là, on sent le mais qui arrive. Là, on se dit, OK, donc il a un degré de patience. Alors, tout ça, c'est un peu l'articulation de qu'est-ce qui est cette dynamique en moi entre ce que je suis, ce que je vis, ce que je veux, ce que je peux et ce que je fais. Et c'est là la pratique spirituelle. C'est de reconnaître c'est quoi mon but, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux accomplir, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux faire. C'est pas juste qu'est-ce que je veux dans le sens possession, qu'est-ce que je veux donner, qu'est-ce que je veux faire aussi, qu'est-ce que je veux être. Et si ça, c'est pas clair dans notre tête, c'est très dur de faire les choses qui sont en accord avec ça. Qu'est-ce qu'on veut être? Moi, j'ai beaucoup évolué dans ma tête et je vous dis honnêtement, pendant des années en spiritualité, ce que je voulais être était vraiment teinté en assez gros pourcentage par ce que j'avais vu chez les autres. Quelqu'un m'impressionnait, inconsciemment, je voulais à peu près 40% de cette personne. Je voulais être à peu près 40% d'elle, 20% d'elle, 10% de lui. Ah, lui, non, pas du tout. Ça, tu sais, je faisais mon espèce de mix comme ça, jusqu'au jour où je me suis rendu compte, mais c'est pas moi, ça. Et aujourd'hui, mes efforts spirituels, très honnêtement, c'est de me dénuder de toute identité empruntée ailleurs. Et même mon identité Brahma Kumaris. Honnêtement, j'appartiens à un organisme, oui, je suis une philosophie. Mais si j'étais chrétien, je me dirais, moi, mon identité, c'est de ne plus être attaché à l'idée que je suis chrétien. Ben, c'est juste un vêtement. Tu sais, je porte le rôle chrétien aujourd'hui, mais je ne le porterai pas quand je vais mourir, peut-être. C'est juste un vêtement, c'est juste un rôle. Et donc, mon effort spirituel aujourd'hui pour être le plus authentique possible, c'est pas de me dire, moi, j'agis comme ça parce que je suis avec les Brahma Kumaris. Parce qu'à ce moment-là, non. Un de mes principes que j'ai découvert de plus en plus récemment, c'est de me répéter, d'ailleurs, ça fait partie des formules que j'aime bien le matin. Tout ce que je fais et tout ce que je vais faire aujourd'hui, je vais le faire parce que c'est en accord avec mes valeurs et mes principes personnels. Pendant des années, j'ai essayé de faire des choses parce que c'était prescrit par le Raja Yoga ou le catholicisme ou Radio-Canada, ou ma mère, ou mon voisin. Il y a des choses, c'est bien de faire. Si votre voisin vous dit, écoute, arrête de jeter toute ta neige dans ma cour, c'est pas très sympa, ok. Mais ultimement, il va me faire prendre conscience que quand je pèle ma neige, je ne la mets plus chez mon voisin parce qu'il m'a dit de ne pas la mettre. Ultimement, il faut que j'évolue spirituellement pour me dire, c'est pas une bonne idée là, de pelleter tous tes trucs chez le voisin. Donc, je vais retrouver ma valeur. Ta neige, ben, tu la mets là où ça dérange le moins, là où c'est convenable pour la communauté. Puis c'est ça ma valeur. OK, ben c'est ça que je fais. Le voisin était instrumental pour me faire prendre conscience, mais je ne le fais pas à cause du voisin. Moi, le Raja Yoga m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Il ne faut pas que je reste coincé sur « je fais ça parce que le Raja Yoga me dit de faire ça ». Ça peut devenir un dogme. Ou ça devient des béquilles. Ça devient des béquilles. Il y a toujours en béquille, ben, ça fait de nous des gens en béquille. Ça fait pas de nous des sprinteurs et des marathoniens autonomes. Et ultimement, on l'a dit dans la spiritualité, le but un jour, c'est de se départir de toutes nos béquilles, de tous nos supports, pour revenir à qu'est-ce qui est vrai pour moi. Et ultimement, si je suis, par exemple, un régime végétarien, c'est pas parce que j'ai lu, que les autres m'ont dit, que je crois. Non, un jour, il faut que ça devienne... mon régime alimentaire, c'est comme ça parce que moi, c'est mes valeurs personnelles. C'est ça que je suis. Puis si un jour, vous découvrez que vous êtes foncièrement un carnivore, j'allais dire omnivore, je pense un carnivore, ben, soyez carnivore, je sais pas. C'est ça vraiment votre ID.
vivez avec, là, c'est pas... Moi, je suis bien avec ce que je fais. Et les choses dans lesquelles je ne suis pas bien, ben c'est là que j'ai des tensions, moi. Et mes tensions viennent toutes des aspects de ma vie dans lesquels il y a un écartèlement entre ce que je veux, ce que je peux, ce que je fais, puis ce que je vis. Puis je vous les nommerai pas parce que c'est trop personnel. Mais il y en a encore. Et il y a des points de tension. Puis ça, c'est les bibites dont vous parliez, là. Ça, c'est mes bibites à moi. Et j'en ai des bibites. Et j'ai du mal à les éliminer. Il y en a qui sont tenaces. T'as beau prendre ton soulier et faire paf! Puis elle revient 3 fois plus gros sans dont je t'ai eu. Sont tenaces, ces bibites-là. Et elles nous forcent à réfléchir toujours à la même chose. C'est en quoi est-ce que cette bibite-là me montre le fait que je ne suis pas authentique dans quelque chose. Et on a tous ces tensions-là. Et c'est là où je trouve que le moment de silence, les moments de réflexion, les moments de juste ressentir qui je veux être. Moi, ça m'a pris des années à me définir beaucoup mieux maintenant, comme ce que je vois en moi. Et j'arrive aujourd'hui de plus en plus à voir en moi l'être que j'ai envie d'être, qui ressemble, mais alors à personne d'autre. Et j'ai pas de... Il devient de plus en plus précieux parce que si je le perds, ben, il n'y en a pas d'autre. J'ai pas de copie. Il n'existe nulle part ailleurs. Et ça, quand on commence à définir cet être-là, puis se dire, moi, c'est ça que je suis. Puis ça, il n'y a plus du tout d'association avec quelqu'un d'autre. Ça devient intéressant. Se définir soi-même. Qu'est-ce qu'on est? Et c'est inspirant parce que on se sent libéré en se rapprochant de cela. Ce qui nous crée la difficulté, c'est d'essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Ça, c'est dur. Ça, c'est très dur. Mais essayer d'être ce qu'on est, ultimement, ça devient très libérateur. Il faut reconnaître ce qu'on est. Moi, tous les matins, depuis quelques temps, mon nouveau truc, c'est que je me fais ce qu'on appelle un smoothie spirituel. Vous aimez ça, les smoothies? C'est super bon, hein? C'est la grande mode en ce moment. Et je sais pas ce que vous buvez le matin, ou du thé, peut-être un chai, un truc. Mais pensez à quelque chose qui requiert plusieurs ingrédients. Et moi, tous les matins, je me répète 5 choses. Il y a 5 ingrédients que je développe au quotidien. Puis je les pratique pas nécessairement en répétition comme un chapelet, là. Je les place dans la journée, tu sais, dans les bons moments, puis j'essaie de les voir. Honnêtement, j'essaie de faire ça depuis un moment. J'aime beaucoup. Puis un des 5 points, c'est l'appréciation que chaque jour est une journée entière. C'est un cadeau qui a un début, un milieu, une fin. Chaque jour, tu oublies complètement le passé, le futur. C'est une journée, là. C'est une vie. Il ne faut pas que je la rate. Puis cette journée-là, aujourd'hui, là, c'est un projet de vie que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie aujourd'hui? C'est un projet de vie. Oubliez le travail, oubliez les amis, les enfants, voilà. Et c'est de ce qu'on dit souvent, dire oui à la vie. C'est un moment d'émerveillement de « Hey, je suis sur la planète Terre. Waouh, génial. J'adore la planète Terre. C'est bon. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée aujourd'hui? » Savourer le ciel, la nature, juste de prendre le temps de me dire « Waouh, c'est sacré, c'est ça. C'est le côté... Une journée, là, c'est sacré. La vie, c'est sacré. Il ne faut pas que je la rate, c'est une journée. Oublie tout ce qui s'est fait hier. On repart à zéro. Puis on dit « Yes, wonderful ». J'essaye de faire ça. Puis pour consolider ça, parce que des fois, ça ne marche pas, j'utilise une petite pensée très pratique. C'est mon deuxième point, c'est « Je suis en vacances ». Et moi, j'aime beaucoup cette pensée-là parce que j'ai beaucoup de moments, je m'en souviens très bien, quand tu pars le vendredi soir du boulot, là, c'est les vacances. Il y a un feeling très spécial. Alors, j'essaie de recréer ce feeling tous les jours, même si je vais aller travailler dans une demi-heure. Je suis en vacances. Ah là, ça libère toutes les tensions. Puis ça marche très bien sous la douche. Fais ça sous la douche. Puis j'imagine qu'il y a du sable qui coule. Là. Tu sais, je suis en vacances. C'est bon. Je suis libre. Mais honnêtement, tous les matins, depuis au moins un mois, je me répète, je suis en vacances. C'est mon point numéro 2. Puis ça crée un feeling d'être en vacances. Troisième point, c'est justement à propos de me dire, moi, ma nature, c'est d'être bienveillant, aimant, d'aider les autres. Puis je me dis, c'est 3 choses-là. C'est ça mon identité, ma carte d'identité. Je suis bienveillant. Mon but, c'est simplement d'aider les autres, donc de faire le bien, d'être bienveillant, aimer les autres, faire le bien. Parce que tout le monde a besoin d'aide. Moi, ça, c'est mon mantra en ce moment. Tout le monde a besoin d'aide.
Donc moi, mon rôle, c'est que je pars au travail, je suis bienveillant. Tout va bien, je fais du bien. Quatrièmement, c'est je ne suis pas tout seul. C'est Dieu avec moi. J'ai une puissance à mes côtés, appelez-le comme vous voulez. Il y a une dimension divine gigantesque. Puis elle est toujours disponible, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Yes! Je suis membre adhérent, j'ai ma carte de membre. Je veux être en contact. Je ne suis pas tout seul. Et même en venant ce soir, je parle à la force, puis je disais, bon, on fait quoi ce soir? Tu me laisses pas tomber, hein? Tu viens, tu me donnes un peu des idées là ce soir, ça va? Tu m'inspires. On se parle, il faut se parler tout le temps. Donc je ne suis pas tout seul. Et le 5e point, c'est justement celui de me dire, tout ce que je fais aujourd'hui, je suis libre. Je vais le faire parce que c'est en accord avec mes valeurs. Puis si je ne me lève pas alors que normalement je devrais me lever à telle heure, si je médite pas à 7 heures le soir alors que normalement je devrais, je ne fais aucune tension. Non, moi c'est un choix, j'assume. Je suis paresseux en ce moment, ça va, j'assume. C'est très bon. J'arrête de me frapper pour me dire ah ouais, t'aurais dû faire ceci. Non. Je suis cool avec moi-même aussi. Donc tout ce que je fais, je le fais et j'assume. C'est mes principes, c'est mes valeurs. C'est correct. Si les autres ont un problème, ben, j'y peux rien. Mais jusqu'à maintenant, j'ai eu aucune plainte sur mes 5 trucs. Alors, nos nouveaux horaires de mercredi soir, c'est très dur pour moi si ça brise une habitude que j'ai. Parlez moins. Parlez moins, méditez plus. Alors, ce qu'on aimerait vous encourager à faire, c'est maintenant partir en méditation ensemble, un petit 20 minutes. Et je vais vous proposer certaines idées et on va se faire un massage spirituel collectif sans tension. Et vous allez fondre, littéralement, vous allez vous liquéfier dans cette absence totale de tension. Et vous serez, dans 20 minutes, vous serez en vacances. On prend le temps de bien respirer. De respirer profondément. De sentir toute l'énergie vitale dans le corps. Comme si l'air que j'inspirais se répandait dans le corps tout entier. Comme si cette force vitale se propageait dans le corps entier, toutes les parties du corps. Simplement en étant concentré sur ma respiration, je donne au corps une pleine conscience de l'énergie qui l'occupe, qui l'habite. C'est comme si je visualisais une énergie de lumière pure qui se répandait dans tout mon corps. Une énergie vitale qui libère le corps de toutes les tensions. Je prends soin de détendre toutes les parties du corps, même le cou. Toutes les articulations se détendent. J'ai le sentiment que mon corps est maintenant complètement détendu. Alors je peux me concentrer maintenant entièrement sur mes pensées. Je redirige toute mon attention au centre du front. C'est là que siège ma conscience, mon esprit. La
la source de vie véritable, est située au centre du front. Et je me dis que je suis une âme. Un être conscient. Conscient de ma propre existence. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Et je savoure pendant quelques instants la reconnaissance de ces deux dimensions. Le corps physique et l'être spirituel. J'essaye de recréer cette harmonie entre l'âme et le corps. De redécouvrir toute la richesse de cette relation entre moi, l'être spirituel, et la matière. Je suis dans un corps et je pense. Je peux agir à travers le corps. Et j'ai une personnalité. J'ai une capacité de prise de décision, de compréhension, de raisonnement. Et ça, c'est mon intellect. Et si je redeviens conscient d'être une âme, je reprends alors conscience de tout mon potentiel, de toutes mes capacités. Combien est-ce que je peux redonner à mon esprit cette dimension de paix? Retrouver cette capacité de penser en paix, calmement, et de ne générer que des pensées qui sont bénéfiques pour moi. Comment je peux retrouver la force de mon intellect? Être capable d'exercer un jugement, de prendre des décisions, de reconnaître le bien et le mal. Prends conscience aussi de ma personnalité.
mes habitudes, mes qualités et mes défauts. Et en redevenant conscient de l'âme, en redécouvrant toute la puissance du silence. Je sais que je peux intégrer en moi une plus grande conscience. En étant conscient de l'âme, je sais que je peux redonner à ma conscience la perception de ce qui est bon pour ma vie. Ce qui me permettra de vivre ma vie en étant en harmonie complète avec ce qui est le plus cher pour moi. Que ce soit ma capacité d'aimer les autres, ma capacité de diriger ma vie sans être constamment influencé par les autres et par l'extérieur. Je cherche à être inspiré, à être guidé. Pour pouvoir intégrer dans ma vie les valeurs qui pourront recréer l'harmonie en moi. Ce qui me permettra de vivre en étant libre de toutes les tensions et en redevenant vrai, authentique, honnête. Je n'ai pas à prétendre quoi que ce soit. Mais juste à reconnaître ce qui est vrai en moi et à exprimer ce qui est vrai en moi dans mes relations avec les autres.
Et je réalise que si je ressens la moindre tension, je pourrais alors me poser la question: afin de reconnaître d'où vient cette tension, cette lutte entre deux forces opposées. Et si je lâche prise par rapport aux attentes, par rapport aux désirs, et si je reconnais ce qui est vrai, alors je me libère des tensions. Se libérer des tensions, c'est être libre. Et être libre, c'est être vrai. Alors, êtes-vous un petit peu plus détendu qu'il y a une heure? Ça va, je vois les coups qui bougent, les articulations qui vont bien. Alors, c'est une bonne soirée. Soyez pas trop détendus. Un feu rouge, on ne traverse pas. Des fois, on plane un peu en sortant d'ici. On va juste retomber sur terre. Soyons détendus, mais attention, dès qu'on passe la porte, les gens là-bas, ils ne sont pas détendus du tout. Soyons détendus, mais pas trop flottants. Et j'espère vous retrouver mercredi prochain. Faites une bonne soirée, bonne semaine. Om Shanti.